Excellence Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, a, au 4e pilier de son programme d'action, proclamé la restauration de l'état de droit et de l'autorité en l'État. Nous pouvons d'ores et déjà professer qu'il est bien évidemment animé d'une volonté de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Actuellement, l'état de droit est l'une des questions qui brûle les lèvres de plus de 90% de la population congolaise. C'est dans cette même veine que je nous dédicace cette communication afin de rappeler l'existence de quelques pistes disponibles pour une analyse critique de l'affirmation désormais communément admise qui fait de l'état de droit la garantie de la démocratie et des droits de l'homme. Alors, quid du concept état de droit? Au frontispice, l'état de droit est un concept juridique, philosophique et politique. Il implique la prééminence du droit sur le pouvoir politique, ainsi que l'obéissance de tous, gouvernants et gouvernés à la loi. L'état de droit désigne aussi un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit, fondé sur le principe du respect des normes juridiques, chacun étant en toute évidence soumis au même droit, que ce soit l'individu ou bien la puissance publique. En politique, comme l'ont argumenté Aristote et John Locke, le gouvernement de la loi est plus souhaitable que celui des citoyens. S'il est meilleur que certains gouvernent, il faut dès alors les établir comme gardiens des serviteurs du droit. La condition fondamentale de l'état de droit est la reconnaissance de la suprématie de la loi sur la volonté de celui qui détient le pouvoir. Ainsi, l'existence de l'état de droit commande la circonspection des principes cardinaux ci-après. Primo, le respect de la hiérarchie des normes. Secondo, l'égalité de tous devant la loi. Tertio, la non-rétroactivité des lois. Et quarto, in fine, l'indépendance des cours des tribunaux vis-à-vis des pouvoirs législatifs et exécutifs. Du respect de la hiérarchie des normes. Ce principe signifie tout simplement que les compétences des différents organes de l'État doivent être précisément définies et les normes qu'ils édictent de ces organes donc ne peuvent être valables qu'à condition de respecter la pyramide de l'ordonnancement juridique. En corollaire, nul ne peut être poursuivi, arrêté ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle précise. Les latinistes, eux, disent nullum crimen nulla poena sine lege. C'est les fondements axiologiques d'une justice équitable, de l'égalité de tous devant la loi. La restauration de l'état de droit, la restauration de l'égalité de tous devant la justice renforce la crédibilité de l'action judiciaire. Elle garantit à tous les citoyens, une égale vocation à être jugés par les mêmes juridictions et selon les règles identiques. Ainsi donc, l'état de droit peut dans cette hypothèse être résumé par l'axiome nul n'est au-dessus de la loi. C'est donc là même le postulat philosophique sur lequel repose la suprématie des normes supra-législatives. Cet ordre regroupe plus généralement un ensemble de règles juridiques
qui prémunissent les citoyens contre toute forme arbitraire du pouvoir exécutif, de la non-rétroactivité des lois. D'après ce principe, la loi ne peut exercer sa compétence qu'à l'égard des faits infractionnels postérieurs à son entrée en vigueur. Ceci postule le fait que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n'est constituée pas au moment où elle a eu lieu une infraction légalement punissable. En conséquence logique, aucune peine ne peut donc être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. Ce principe permet donc raisonnablement d'encadrer l'action de la puissance publique en la soumettant au principe de l'égalité qui suppose au premier chef le respect des principes constitutionnels. Dans ce cadre, le rôle des juridictions est primordial et leur indépendance est une nécessité inéluctable de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La justice élève une nation, dit-on. Son bon fonctionnement requiert à ce que les organes auxiliaires qui, chacun dans sa sphère des compétences, concourent à son administration, soient totalement indépendants. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 garantit à son article 149 l'indépendance des cours et tribunaux vis-à-vis des pouvoirs législatifs et exécutifs. L'article 150 de la même loi renchérit à l'alinéa 2 que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. L'incise de l'article 151 de la loi Opsic raffermit in crescendo l'interdiction pour les pouvoirs exécutifs de donner des injonctions aux juges dans l'exercice de sa juridiction, de statuer sur les différends, d'entraver les cours normales de la justice, ni moins de s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Pareil pour le pouvoir législatif. Il ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni moins s'opposer à son exécution. Alors, pour avoir une portée beaucoup plus pratique, le concept état de droit suppose l'existence des juridictions indépendantes et compétentes pour trancher les conflits entre les personnes juridiques en appliquant à la fois le principe de l'égalité qui découle de l'existence de la hiérarchie des normes et le principe d'égalité qui s'oppose à tout traitement différencié des personnes juridiques. Un tel modèle implique l'existence d'une séparation des pouvoirs et d'une justice tout à fait indépendante. Ainsi donc, la justice faisant partie de l'État, seule son indépendance à l'égard des pouvoirs législatifs et exécutifs est en mesure de garantir son impartialité dans l'application des normes de droit. Une toute petite prolepse doctrinale complémentaire. L'indépendance du pouvoir judiciaire ne signifie pas séparation du pouvoir, car la justice doit compter sur la coopération avec les autres pouvoirs. L'indépendance ne doit donc pas être absolue. Ce qui importe est qu'il n'y ait ni entrave, ni pression dans la mission des cours et tribunaux. Sans amalgamer, bien sûr, que oui, sur
les pouvoirs constitutionnels reconnus au président de la République à l'article 87, celui de gracier, remettre, commuer ou réduire les peines. En toile de fond, l'état des droits suppose le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité de tous devant la loi, la légalité des crimes, peines et procédures, la non-rétroactivité des lois et l'indépendance des cours et tribunaux vis-à-vis ou à l'égard des pouvoirs législatifs et exécutifs. Pour qu'un état de droit existe réellement, il faut nécessairement que les obligations qui émanent de l'état lui-même soient primo, officielles, secundo, impersonnelles, tertio, impératives et quarto, sanctionnables. En revanche, l'état de droit, comme l'a chapitré les philosophes Claude Lefort, implique la possibilité d'une opposition au pouvoir, fondée sur les droits opposition, c'est-à-dire la possibilité de faire recours à l'insurrection contre un gouvernement illégitime. Faut-il aussi ajouter le pouvoir constitutionnel de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions constitutionnelles. Rappelez-vous que l'injustice avec ses corollaires, donc l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le planisme, le clientélisme par leurs multiples vicissitudes sont à l'origine de l'inversion générale de nos valeurs et de la ruine de la République. Certes, le temps fera son office et mes pensées sombreront peut-être dans l'oubliette. Mais aujourd'hui, je ne formule qu'un vœu à l'égard du regard avant qu'il ne soit trop tard. Primo, l'amélioration du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Secundo, l'application stricte des dispositions garantissant les libertés fondamentales des citoyens et les droits de l'homme conformément à la Constitution de la République. Tertio, faire des réformes réalistes et adaptées aux réalités du pays. Et quarto, in fine, mettre en place une commission technique de lutte contre l'impunité. Ce faisant, nous aurions construit une république, pas des donneurs de leçons, mais plutôt une république des hommes d'honneur. Merci de l'attention que vous ne cessez d'accorder et d'attacher à nos réflexions.